Merci de regarder CRTV News. Il est des personnes dont l'aura dépasse les frontières, des personnes qui inspirent par la richesse de leur profil et de leur parcours. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'une d'elles. Najat Vallaud-Belkacem a inscrit son nom dans l'histoire politique de la France en devenant en 2014 la toute première femme ministre de l'Éducation nationale après avoir porté le ministère des droits de femmes et assumé plusieurs mandats d'élu. Entretien aujourd'hui avec une femme politique, une figure féministe, une auteure engagée aussi, mais surtout une personne dont la fermeté des convictions n'a d'égal que la richesse de sa vision. Najat, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Le Cameroun, c'est comment? C'était la première fois que je venais et franchement, c'est une très belle découverte. Ça m'a donné envie de revenir. Pour cette relation entre nos deux continents, j'ai envie de dire c'est encore plus vrai qu'on a besoin de s'appuyer sur la société civile. Pourquoi? Parce que c'est dans cette société civile qu'on trouvera une forme de partenariat à égalité. Celui qu'on appelle de nos voeux, tu l'as dit tout à l'heure, depuis tellement longtemps, et on a l'impression que ça reste lettre morte, qu'on est encore trop souvent dans les relations intergouvernementales sur des espèces de vieux cadres qui relèvent davantage de la charité que de ce partenariat juste et équitable dans lequel les deux continents ont une place à table. Eh bien, je crois que de la société civile peuvent venir ces conversations à égalité, peuvent venir ces solutions créatives. Vous êtes là pour repenser en quelque sorte des relations entre l'Afrique et l'Europe. Et dans votre casquette nouvelle de directrice de l'ONG One, quel est le message que vous avez tenu à porter au cours de cet événement? D'abord, l'enthousiasme que je ressens a priori pour cette dynamique qui consiste à s'appuyer sur les sociétés civiles pour construire ce nouveau partenariat pays d'Afrique et pays d'Europe, dont la France. Parce que je pense que vraiment la société civile, c'est ce qui permet d'installer des relations basées sur le travail en commun, sur l'activisme, donc les valeurs en partage, plutôt que sur des calculs politiques qui ont montré toutes leurs lacunes ou toutes leurs faiblesses ces dernières décennies. Et je pense que ce qu'il nous reste à faire maintenant, je n'appartiens pas au gouvernement français, mais si j'y appartenais, je dirais que ce qu'il nous reste à faire, c'est véritablement donner les moyens à cette société civile de se saisir de ce nouveau partenariat et de cette coopération. Concrètement, quand on dit société civile, on dit des gens qui sont engagés dans un travail, dans des activités diverses et variées et qui vont faire ça en plus du reste. Donc il va falloir quand même leur donner les moyens de fonctionner parce que si on ne s'appuie que sur leur bonne volonté, j'ai peur que ça finisse par s'essouffler. Que l'engouement s'estompe. Justement, parlant de société civile, le switch que vous faites est intéressant parce que vous partez de la figure politique à, j'ai envie de dire, l'activiste ou le membre de la société civile. C'est deux frontières ou deux domaines qui ont des relations pas toujours évidentes. Comment est-ce que vous avez réussi à entrer dans la peau, dans l'un et l'autre domaine? Mais précisément, je pense que c'est parce que j'ai traversé ces deux domaines d'une certaine façon que je crois à peu près percevoir les richesses et les apports d'un domaine comme de l'autre. C'est-à-dire, je ne fais pas partie des gens qui disent la politique ça sert à rien, on va se contenter d'agir ailleurs. Non, la politique c'est très important. C'est quand même le politique qui signe les lois, les décrets, qui adopte les budgets à la fin des fins. Donc, c'est très important que des gens continuent de s'engager en politique. Et c'est très important de demander à nos politiques d'être redevables des engagements qu'ils ont pris aussi. Donc voilà, donc cette relation avec eux, elle doit être absolument étroite et quotidienne. Mais ce que je comprends aussi aujourd'hui davantage, c'est que tout ce qui est impulsion au changement majeur, tout ce qui est aspiration à une société plus juste, plus égalitaire, plus libre, plus prospère, etc., ça vient plutôt de la société. Et donc, en fait, si on considère que c'est bien d'aller vers du changement, si on considère que la situation telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas satisfaisante, alors il faut s'appuyer sur cette société. Et au sein de cette société, vous avez évidemment tous les âges, mais c'est vrai que c'est particulièrement enthousiasmant de regarder ce qui se passe du côté de la plus jeune génération, parce qu'elle porte aussi un cadre intellectuel, un cadre mental qui est différent, qui est adapté à l'époque qui est la nôtre.
Et donc on doit l'accompagner, on doit l'encapaciter, cette jeune génération. Et moi, ce que j'ai vraiment appris, pour répondre à votre question en passant d'un côté de l'image à l'autre côté de l'image, c'est qu'il ne faut mépriser aucun de ces deux côtés. Oui. Les deux ont toute leur plus-value, les deux doivent le plus possible travailler ensemble. Vous avez, comme c'était le cas récemment, une enquête qui demande aux jeunes filles d'aujourd'hui, âgées de 9 à 18 ans, si elles seraient attirées, intéressées par la politique. En fait, elles sont de plus en plus nombreuses à s'en détourner. Pourquoi ? Parce qu'elles voient ce que nous voyons, nous. Elles voient la violence qui se déverse sur les femmes engagées en politique ou les activistes. Elles voient la misogynie qui se déroule, elles voient les appels au viol, les appels au meurtre, elles voient le nombre incroyable, je ne regarde ça que récemment à l'Aune de la France, de jeunes femmes activistes qui finissent par fermer leur compte Twitter, leurs réseaux sociaux, ne plus aller dans les médias parce que vous comprenez, c'est trop dur ce qu'on reçoit et puis mes enfants, je supporte plus qu'ils voient ça, etc. Et donc elles ferment ça. Et donc qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il y a cette fermeture de compte ou cette absence des médias, c'est la parole des femmes qui recule. Et donc moi, quand je regarde tout ça, je comprends que la jeune génération des filles soit peut-être peu tentée de se diriger vers cet engagement, vers la politique. Mais je voudrais vous dire pourtant, sincèrement, qu'on ne peut pas faire autrement. Qu'on ne peut pas faire autrement, parce que le monde dans lequel les femmes ne sont pas aux commandes est un monde particulièrement sombre pour les femmes et les filles. Et c'est dans cette optique de réellement permettre que politique et société civile fassent voix commune pour construire un meilleur monde, que vous êtes là aujourd'hui pour le Forum Afrique-Europe, mais aussi que vous avez porté plusieurs combats, même dans votre casquette de femme politique. J'ai envie qu'on revienne un peu sur la Nadia Talot-Belkacem, qui est toute jeune femme et qui devient ministre en 2012 et porte-parole du gouvernement. J'étais impressionnée par ce courage et cette capacité à ne pas se laisser démonter par l'avalanche de critiques. De quels outils on s'arme quand justement on entre dans ce monde politique-là, à cet âge-là? Je pense en effet que c'est pas du tout évident d'abord. Justement, ayant traversé tout ça, je sais que ça sert à rien de se contenter de dire aux jeunes gens qui doutent justement est-ce que je vais être à la hauteur pour rentrer en politique, etc. Ça sert à rien de leur dire non, mais prends-toi en main, tout ira bien. Il vaut mieux en effet discuter posément d'un certain nombre de codes que moi j'ai appris sur le tas, qui ne s'apprennent malheureusement pas dans les livres et qui, j'ai remarqué, se transmettent rarement de l'ancienne génération à la nouvelle génération, ce qui est vraiment dommageable parce que normalement c'est comme ça qu'on apprend, c'est en écoutant aussi ceux qui ont déjà vécu l'expérience avant nous. Donc j'essaye de partager ça de plus en plus. Donc mes conclusions, c'est pour faire de la politique, la question à se poser, c'est pas est-ce que j'ai fait la bonne école, j'ai le bon diplôme, est-ce que je suis la plus compétente ou le plus compétent sur tel sujet, etc. Pas du tout. La question qu'il faut se poser pour faire de la politique, c'est est-ce que j'ai intérieurement une conviction absolument affirmée sur un sujet dont je pense que si on le faisait aller dans tel sens, ça irait mieux pour ma société. Alors quand on dit ma société, ça peut être à l'échelle de mon quartier, de mon université, de ma ville, de mon pays ou du monde. Sur tel sujet, je sais qu'il faudrait aller dans tel sens parce que vraiment ce serait mieux. Ou alors j'ai peur que si on va dans tel sens, les choses aillent terriblement mal. Alors ça veut dire que vous avez une conviction qui est clairement ancrée en vous et donc que vous êtes fait pour faire de la politique. Monsieur le député, la réussite de nos enfants mérite tellement mieux que ces polémiques politiciennes à n'en plus finir. Faire de la politique, ensuite, ça demande d'une certaine façon de porter une parole, de prendre l'espace qui vous est donné pour parler. Et ça, quand vous êtes timide, quand vous êtes souvent une femme avec un complexe d'imposteur, vous vous demandez si vous êtes bien à votre place, etc. Même chose, ce sont des choses qui s'apprennent. Par exemple, moi j'ai appris que dès vos premières réunions, même de partis politiques, etc., avant même d'arriver dans les médias et dans les grands meetings, ce qui est très important, c'est de vous exprimer, même si vous avez l'impression que ce que vous allez avoir à dire a déjà été dit par d'autres, etc. Vous savez, nous les femmes,
on n'aime pas être répétitive. En fait, on est efficace. On est bien d'accord, on cherche l'efficacité. Donc moi, très souvent, j'ai assisté à des réunions politiques où je me disais, ce que j'allais dire a déjà été dit par mon voisin, je ne vais pas le répéter, donc je passais mon tour. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, non. En fait, en politique, il faut vraiment marquer son territoire et que vous marquez votre territoire par la prise de parole. Qu'à vous écouter, les autres s'habitueront à votre voix. Donc par exemple, ça, c'est un code très important qu'on apprend nulle part, mais il faut prendre la parole. Alors c'est dommage parce que ça rallonge les réunions, mais c'est ainsi, c'est comme ça. Ensuite, l'autre chose, c'est d'écouter votre voix intérieure pour que ce soit bien cette voix qui vous appartient, que vous transmettiez quand vous vous exprimez dans les médias et pas simplement que vous recopiez ce que vous avez vu d'autres faire par une espèce de réassurance. D'accord. Je pense que ce qui est très important, c'est d'écouter cette petite voix qui parfois vous parle la nuit. Vous voyez, la nuit, vous trouvez mieux les mots que vous cherchiez pour vos discours, etc. Eh bien, c'est en apprenant à connaître cette petite voix que vous savez ensuite l'exprimer publiquement. Puis évidemment, ne pas douter de vous, ne pas douter non plus de vos convictions, même quand vous êtes minoritaire dans les actions, les causes que vous défendez. Un jour, ces causes-là deviennent majoritaires, donc ça prend plus ou moins de temps, mais il vaut mieux être du côté des convictions que du côté de la majorité par confort. Et ça, j'ai des tonnes d'illustrations de mes combats sur ce sujet. Et puis enfin, ne pas douter aussi de la vie, parce que la vie a beaucoup d'imagination, c'est le titre d'un livre. Ouais, en 2017, exactement. Voilà, la vie a plus d'imagination que toi, et dans lequel j'explique que c'est souvent après des échecs, des portes qui se sont fermées, qui sur le coup, je sais pas, un concours raté ou une élection perdue, ou sur le coup vous font mal parce que vous vous dites mais ça y est, tout ce que j'avais tracé s'écroule. La réalité, c'est qu'une porte qui se ferme, c'est la possibilité donnée à tant d'autres portes de s'ouvrir. A contrario, si la première s'était ouverte, les autres s'étaient fermées, puisque on ne peut pas faire tout en même temps, on n'a que 24 heures dans une journée. Donc en fait, on est dans un monde quand même qui est plein d'opportunités, et il faut le saisir comme ça, il faut se dire, ok, cette porte qui s'est fermée, quelles sont les autres portes à qui elle permet de s'ouvrir ? L'une des questions quand on parle des femmes, quand on parle d'ouverture des portes aux femmes, ce qui fait débat, même dans notre contexte, c'est la notion de discrimination positive, le fait de devoir imposer aux partis politiques, au gouvernement, aux entreprises de mettre des quotas pour les femmes. Vous avez beaucoup soutenu cette façon de faire. Pourquoi ? Moi, je crois véritablement à la valeur de chaque individu, et entre nous, ce qui me surprend, c'est que ceux qui s'opposent aux règles de parité justement utilisent l'argument de l'universalisme, etc. De la méritocratie ? Ou de la méritocratie, on ne devrait pas regarder le sexe des anges, etc. Sauf que, je suis désolée, mais la situation historique n'est pas normale. La situation de sous-représentation à ce point des femmes dans l'espace public, dans la politique, au poste de commande des entreprises, etc., n'est pas normale. C'est une anormalité, une injustice qu'il faut absolument réparer et qu'il faut interroger d'ailleurs. À quoi elle est due ? Elle est sûrement pas due aux qualités ou aux compétences intrinsèques des femmes. Je viens de vous le dire, je crois sincèrement dans les individus. Tout individu, dès lors qu'il lui est donné d'être éduqué, d'être empoweré, d'être porté, etc., va exprimer évidemment des compétences et des qualités requises pour être un leader un jour. La question, c'est est-ce qu'on a éduqué, empoweré, soutenu, donné confiance à ces femmes ou pas pendant toute cette histoire ? La réponse est non, on ne la leur a pas donnée, et donc du coup ça s'est traduit ensuite par leur absence des postes de décision. Eh bien cette situation-là se corrige. Comment on la corrige ? On est obligé de la corriger en se donnant des indicateurs. Moi, vous savez, vous faisiez référence à mon passé de politique et à mon présent d'ONG. Dans les deux fonctions, il y a une chose qui m'insupporte, c'est les gens qui prennent des engagements sans indicateurs sur lesquels être ensuite redevable. Je veux dire, si vous me dites « oui, vous avez raison, on va faire la paix dans le monde », mais que vous me dites jamais comment vous allez procéder pour le faire. Et quelle est votre échéance pour y arriver ? Votre échéance, et vous savez que c'est souvent le cas dans les COP27, dans les G20, dans les G7, etc. etc. Moi, ça, je peux plus. Donc la parité, pour revenir à ce sujet, c'est un engagement précis, avec une échéance, avec des chiffres à respecter et qui sont imposés par la loi, et je trouve que c'est la bonne façon de procéder. Et je vous assure que dans quelques années, ce sont les hommes qui remercieront ces lois parité là où elles existent, parce que quand enfin, j'espère, on aura rétabli un équilibre, il arrivera sans doute qu'à un moment donné, il y ait plus de femmes qui décident de s'engager dans la vie publique,
et que les hommes se retrouvent en moins grand nombre, et ils seront bien contents d'avoir des règles de parité pour leur assurer qu'ils sont quand même quasi à égalité. Justement, vous avez mis ces convictions-là dans plusieurs ouvrages. Jusqu'ici, on a cité le premier ou le deuxième, La vie a plus d'imagination que toi. Ça me donne l'occasion d'interroger l'origine de cet engagement, de cette volonté de faire bouger les lignes. En fait, je vais vous dire, pendant longtemps, j'aurais eu du mal à vous répondre, mais ça, c'est la maturité qui vient. Enfin, je suis plus âgée que vous, mais vous allez voir, quand vous atteignez un certain âge, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas là par hasard. Que, en réalité, par exemple, les conditions de mon enfance, moi qui suis née au Maroc, dans une terre très aride, dans le nord du Maroc, dans le Rif, Monté en France par regroupement familial. Absolument, avec mes parents poussés à l'exil finalement, tout simplement pour pouvoir manger et puis élever leurs enfants. Eh bien, je le disais, je suis un peu une enfant des désordres du monde, d'une certaine façon, une enfant de la migration, une enfant de l'exil, une enfant qui a laissé derrière soi et qui s'en souvient. J'ai été gravée au fer rouge, évidemment, par ce souvenir-là, qui a laissé derrière soi des grands-parents, de la famille, des amis qui, eux, continuaient d'être en souffrance. Et donc, du coup, le fait de s'installer avec mes parents en France, de grandir, d'évoluer grâce à l'école de la République française, quand même dans un cadre où il y a de la mobilité sociale qui existe. Heureusement, on peut monter dans l'échelon social, etc. Ça ne m'a pas pour autant fait oublier que pour d'autres, ça ne s'est pas passé comme ça. Et est-ce que c'est normal que pour d'autres, ça ne se passe pas comme ça? Est-ce que c'est normal qu'il y ait de telles inégalités à l'échelle du monde, mais aussi à l'échelle de la France? Parce qu'au sein de la France aussi, d'une certaine façon, en montant, j'ai découvert des mondes, une forme d'élite aussi, très protégée, des gens qui n'avaient jamais eu à souffrir des fins de mois, etc. Et ça m'a paru absurde que souvent le discours médiatique, le discours politique soit porté essentiellement par ces gens-là. Et je me suis dit, non en fait. Il y a forcément un déphasage, une déconnexion des réalités, exactement. En tout cas, si on veut que le politique apporte des réponses efficaces aux questions de fin de mois, justement, à la précarité, au chômage, etc., ça ne peut pas être une minorité de gens qui n'ont jamais connu ces situations-là, qui en traitent, qui écrivent les lois, qui en parlent dans les médias. Or, encore aujourd'hui, ça ressemble un peu à ça. C'est certainement pour ça que vous œuvrez au sein de la section France de l'ONG One à réduire l'extrême pauvreté. Comment ça se passe jusqu'ici? Concrètement, votre travail, c'est de faire quoi? En fait, One, c'est une ONG d'un genre bien particulier, c'est-à-dire qu'on n'est pas des humanitaires sur le terrain en train d'aider les populations. C'est très important, ce type d'ONG-là, heureusement qu'elles existent, mais nous, on est une ONG dite de plaidoyer. Un peu de lobbying en quelque sorte. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'en amont de toutes ces crises qu'on constate, la famine, l'extrême pauvreté, le non-accès à la santé, etc., comment est-ce qu'on adopte des lois et des mécanismes de financement à l'échelle internationale pour faire jouer la solidarité internationale entre les pays quand il y en a besoin en temps de crise, mais aussi pour prévenir en amont les dysfonctionnements. Je veux dire, c'est pas normal que, par exemple, des enfants sur le continent africain, notamment en Afrique subsaharienne, continuent de mourir de la rougeole ou de la rubéole. On est bien d'accord, ça n'est pas normal. Les vaccins existent. Comme c'est pas normal, nous, on va construire des mécanismes, par exemple Gavi, l'Alliance des vaccins, que vous devez connaître forcément, elle intervient aussi ici. Eh bien, ça a été l'objet d'un intense plaidoyer de notre part, lobbying, pour que soit mise en place cette structure qui va aller vacciner des millions d'enfants, gratuitement, dans les endroits les plus reculés, auprès des populations les plus vulnérables. Et en fait, si vous voulez, ce genre de sujet, alors même chose avec le sida, avec la tuberculose, avec le paludisme, beaucoup les questions de santé qui nous intéressent, et puis de manière générale, l'extrême pauvreté, c'est-à-dire comment on sort les gens du fait de vivre avec moins de $2 par jour, comment on leur donne véritablement accès à la terre, accès à l'alimentation, accès à l'éducation. On travaille sur tous ces sujets-là qu'on transforme en législation à adopter. Ça peut être des législations sur l'aide publique au développement, ça peut être des législations parfois sur les droits des femmes. Au Sénégal, on a beaucoup travaillé pour faire adopter une loi contre les violences faites aux femmes.
Donc vraiment, c'est très varié, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la traduction en législation et en protocole de financement internationaux des grands sujets qu'on porte, la lutte contre l'extrême pauvreté, la lutte contre les maladies évitables. Pourquoi est-ce que tous ces sujets m'intéressent ? J'ai envie de dire, puisqu'on est ici au Cameroun, je vous parle d'abord comme une enfant qui tire ses racines de ce continent africain. Pour sortir, on parle beaucoup de la Française qui œuvre, alors qui fait carrière dans la politique en France, mais un peu moins quand même de la Marocaine. Quel est votre rapport à l'Afrique et à votre pays d'origine ? En fait, je crois que c'est Jamel Debbouze qui avait eu cette expression en disant « mais vous savez, moi, le Maroc, qui est aussi son pays d'origine, et la France, c'est un peu comme un père et une mère. » Je veux dire, parce qu'on lui demandait de choisir, il disait « mais je ne peux pas choisir entre un père et une mère. » Bon. Moi, je me sens, honnêtement, je suis tellement investie dans la vie politique française, même si j'en fais plus en première ligne aujourd'hui, je continue à me considérer malgré tout comme un personnage politique. Je suis tellement investie dans la vie politique française que j'ai le sentiment que c'est d'abord là que, si vous voulez, j'exerce mon activisme, etc. Voilà. Et je trouve que c'est normal d'une certaine façon, parce que c'est compliqué de l'exercer dans deux pays à la fois, qui parfois peuvent être en plus en concurrence sur certains sujets ou en désaccord, etc. Donc mon activisme et mon envie de changer un peu le monde, c'est depuis la France que je l'exerce et c'est aussi à la société française d'abord que je m'adresse. Après, le Maroc, pour moi, c'est des racines, tout simplement, c'est une culture. C'est très important, la culture, il ne faut jamais l'oublier. Hein. La culture, c'est quand même, c'est un peu comme le lait maternel, hein. C'est ce que vous avez... C'est ce qui nous irrigue, c'est notre sève. Exactement, notre sève, du sang, oui, ça nous irrigue. Et donc, du coup, c'est vrai que parfois, j'éprouve énormément d'émotions, d'abord à y retourner, à entendre des sonorités musicales, à voir aussi des changements sociétaux peu à peu s'installer, même s'il y a encore du travail. Enfin, voilà, donc je suis très très loin d'être indifférente à cette terre, évidemment. Merci beaucoup, Nadiat, d'avoir accepté cet entretien. On va vous souhaiter bon courage. Est-ce qu'il y a des ambitions politiques encore en sourdine à réaliser ? En tout cas, pas que vous puissiez me souhaiter en direct, vu que pour moi-même, c'est pas très clair. Non, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est que peut-être on avance sur la lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde, parce que, vous savez, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a une telle convergence de crises en ce moment, entre le Covid, la guerre en Ukraine qui a fait monter les prix. L'inflation, oui, on le vit de plein fouet là. Bien sûr que vous le vivez, c'est terrible, et ça veut dire que c'est la famine qui remonte, hein. Ça veut dire que c'est un certain nombre de maladies qui remontent, le changement climatique, les sécheresses, les inondations et tout ça, même chose, ça fait évoluer la carte des épidémies. Je ne sais pas si vous avez vu à Madagascar, la peste qui maintenant, avec les feux de forêt, etc., les feux de brousse, la peste arrive de plus en plus dans les villes. Enfin, voilà, on est dans un monde, je ne veux pas être trop sombre, mais où il y a beaucoup de catastrophes actuelles et qui se présentent. Et donc, je pense qu'on a vraiment besoin de prendre conscience de notre indépendance, de s'entraider et d'y répondre, parce qu'aucun de nous ne sera à l'abri tant que tout le monde ne sera pas à l'abri. C'est vraiment une des leçons du Covid-19 et je crois que c'est très clair. C'est très clair aussi que c'est pour ça qu'il est urgent pour chacun justement de s'engager. Absolument. Nadiat, engagez-vous. Nadiat, excellente suite, bon courage en tout cas dans tous ces combats que vous portez et c'était un honneur pour moi de vous recevoir sur CRTV News. C'était un entretien avec Nadiat Dalot Belkacem uniquement sur CRTV News. Bonne suite des programmes, ici toute l'info.